cet ordinateur. Voilà, donc je pense que vous avez reçu un petit notification à cliquer. Et là, je repartage mon écran. Bah, du coup, on n'aura pas la première partie enregistrée. Vous voulez qu'on la refasse ou Non. ça fera un peu artificiel. Du coup, je suis désolé, je suis pas hyper balèze avec ces petits, mais on va y arriver. On va y arriver. Est-ce qu'on est bien là? Vous avez à nouveau Parfait. le slide? C'est Parfait. parfait. C'est Parfait. magique. J'apprends en marchant. C'est le principe. Voilà. Donc, ben, je pense que là, on peut… Voilà. Et alors, pour terminer l'introduction, on a des résultats et l'idée, c'est qu'on continue, puisque cette OPP, l'idée, l'envie, c'est de la poursuivre dans la durée, parce que recueillir des données, ça n'a de sens que si ça dure. Sinon, c'est une photographie et puis on en reste là. Poursuivre dans la durée en visant un panel toujours plus représentatif. L'idée, c'est que là, c'était une expérimentation. Ben, l'idée, c'est de le pérenniser en tirant les leçons de ce qui a été fait dans cette première phase. Et c'est donc Colette, ainsi que prévu dans l'accord cadre, c'est donc Colette qui sera en charge de cette continuité. Et donc, je crois que là, je peux passer la parole à Guillaume, qui va nous rentrer un peu dans le détail. Guillaume, c'est à toi. Tu me dis quand est-ce que tu veux si tu veux que je passe les slides plus vite ou moins vite. Voilà. Guillaume, est-ce que tu es en ligne? Ah, tu n'as pas ton micro. Ouais, pardon. Voilà. Oui, donc l'enquête s'est déroulée de décembre 2020 à décembre 2021. Et il y avait, alors effectivement, il y avait deux phases, en fait. Il y avait deux volets à cette étude, une enquête par entretien, avec 26 entretiens de professionnels du secteur qui avaient été réalisés, toutes disciplines et tout corps de métier confondu. Et puis une phase d'enquête par questionnaire qui est la plus problématique en termes de représentativité, mais comme on l'avait indiqué dès le départ, il s'agissait de poser une première pierre à l'édifice d'un travail qui devait s'inscrire dans le temps. Donc l'objectif de cette étude était autant de produire des données que de sonder un peu le secteur, que de transmettre une méthodologie de travail à Colette qui allait ensuite reprendre la compétence de l'observation transversale. Donc c'est bien au regard de ces trois objectifs qu'il faut analyser et mesurer la réussite ou l'échec des différentes phases de l'enquête. Ça va trop vite là. Voilà. Donc, alors pourquoi l'OPP? Alors, ce sur quoi on insiste dans l'OPP, c'est la dimension participative et partagée. Et donc, forcément, dans une dimension participative et partagée, il y a un gros travail qui est fait pour faire adhérer des gens à la démarche, voire pour modifier une démarche pour que la majeure partie des gens dont on souhaite voir la participation eh bien, puissent s'y retrouver. Donc, il y a un très gros travail d'animation et de médiation qui est aussi important que la dimension plus technique de la collecte de données et de leur analyse. Et ça, c'est vraiment une spécificité de l'OPP qui complexifie toute la phase de construction du travail en essayant, dans la mesure du possible, de mobiliser les répondants, les futurs répondants ou les organisations représentatives des futurs répondants. Donc ça, c'est le cœur méthodologique d'une OPP qui a ses avantages puisque ça devient une instance d'échange professionnel, une instance de co-construction, bien que le terme soit parfois un peu galvaudé, et une instance de dialogue sectoriel. Le revers de ça, c'est que ça complexifie le travail de réalisation de l'enquête, et puis ça peut avoir des effets sur la représentativité de l'enquête.
Donc, le choix de l'OPP, c'est d'abord un choix sur du moyen terme, voire du long terme, qui positionne l'enquête comme un outil de construction de filière et pas seulement comme une méthodologie de connaissance et de pilotage, pour du pilotage institutionnel. Voilà, tu peux passer le slide, s'il te plaît. Oui, alors on a une vidéo de Hyacinthe Châtaignier. On la passe quand tu sens Ouais, que… c'est quoi tu peux montrer le slide suivant? Ouais, ok. Ouais, tu peux passer le slide de Hyacinthe. Je passe la vidéo. Oui, donc on a fait un entretien. J'ai fait un entretien avec Hyacinthe Châtaignier qui dure 7 minutes, 7-8 minutes. Hyacinthe Châtaignier, vous verrez, c'est le responsable de l'outil, enfin, le coordinateur de l'observation et des études à la FEDELIMA, qui est la Fédération des lieux de musique actuels, et qui est le concepteur de l'outil Gimmick, qui est l'outil avec lequel a été menée cette OPP. Donc, je vous le fais écouter en espérant que tout va bien marcher. Normalement, ça doit le faire. On a vérifié tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous. Oui, donc pour répondre, c'est une question qui est un peu qui est large. On a commencé ce travail il y a une vingtaine d'années maintenant, initialement via la FEDUROC. Et puis ça s'est en fait pas mal. Beaucoup d'organisations se sont emparées en fait de la méthodologie, parce que le principe, c'est surtout d'associer à la fois les répondants aux travaux d'observation et les personnes qui la mettent en œuvre, hein, comme des organisations ou des réseaux, comme nous le sommes à la FEDELIMA, de façon à ce que les questionnements puissent être adaptés aux activités en fait dispensées par les structures. Le principe de base, c'était quand même qu'à tous les maillons de la chaîne et surtout sur l'analyse après des données qui étaient faites, c'est que tout le monde soit associé en fait. Donc les vertus, après une petite vingtaine d'années quand même et tous les travaux portés, ce que j'observe, c'est que c'est quand même pas mal démocratisé, qu'il y a beaucoup de réseaux et d'organisations qui ont commencé à s'emparer de la méthode de façon à pouvoir, de leur côté, pouvoir produire des travaux, avoir une meilleure lecture de l'activité des structures qu'elles rassemblent sur l'ensemble de leur périmètre et c'est pour certains de leur territoire, puisqu'aujourd'hui, je sais que moi je suis en lien avec notamment avec la Réunion aujourd'hui, avec l'île, mais je travaille également avec la Belgique, on travaille au niveau européen également sur de même dynamique avec d'autres réseaux nationaux au niveau de l'Europe. Donc voilà, c'est tout un travail qui se met en place. Et pour répondre à la question, je trouve qu'il y a une très bonne dynamique autour de tous ces travaux qui sont mis en route, pour lesquels moi j'interviens pour souvent accompagner les organisations qui souhaitent commencer à les mettre en place, parce que ça demande quand même un petit peu de méthodologie et puis un peu de moyens humains quand même pour être mis en place. Mais de manière générale, ça produit quand même pas mal d'informations et de données en connaissance aujourd'hui, quoi. Ce que j'ai pu observer notamment les premières années, c'est des retours que j'avais non pas directement des structures elles-mêmes au début, mais de leurs partenaires, notamment le ministère de la Culture ou la DRAC, qu'on pouvait rencontrer sur les territoires en France métropolitaine, hein, quand on se déplaçait, et où on avait des retours en fait des techniciens ou qui étaient dans les ministères ou à la DRAC, qui nous renvoyaient qu'ils étaient très surpris notamment par la qualité en fait des bilans d'activité qui étaient fournis par les structures qui s'étaient engagés dans la démarche, notamment à la FEDUROC à l'époque, puisque les structures répondant en fait à nos questionnements, étant obligées, comment dire, de mettre en place des petits tableaux de bord en interne pour pouvoir effectivement tout le long de l'année pouvoir poser un petit peu leur activité, pouvoir répondre à nos questions en fin d'année, en fait se sont emparés aussi de tout ce matériau qu'elles produisaient tout au long de l'année pour pouvoir alimenter, faire d'une pierre deux coups et alimenter leur bilan d'activité, par exemple. Donc ça, depuis l'interne pour les structures, on a pu voir évoluer ça aujourd'hui. Ça leur permet quand même aujourd'hui, là, on était au début, mais aujourd'hui, quand même, de se repositionner quand même dans un ensemble, c'est-à-dire de sortir un petit peu de la tête de l'eau un petit peu, et puis le nez du guidon, comme on dit très, très souvent dans le secteur culturel pour les structures que je représente. C'est surtout de prendre un peu de hauteur et de pouvoir avoir aussi des éléments de comparaison, c'est-à-dire de pouvoir aussi se resituer, se dire, voilà, nous,
en tant que structure membre de la Fédélima, on est à cet endroit-là à peu près, on est une association, on a une salle de temps de jauge, etc. Ça permet aussi de se repositionner dans un ensemble parce que, et ça permet surtout pour nous en tant qu'organisation de pouvoir aussi comment dire, sortir aussi du cadre seulement de la moyenne ou de la médiane. C'est-à-dire ça permet aussi sur les bordures de pouvoir faire ressortir aussi toute la diversité de notre réseau. La création de pod, donc qui remonte à juin dernier maintenant, c'est surtout en fait la formalisation en fait de ça va surtout être un espace en fait. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois depuis un peu depuis ma fenêtre. Et puis je pense que c'est aussi pour ça que ça a été que l'association est née. Hein. C'était surtout pour avoir un espace dans lequel l'ensemble des organisations en fait qui ont mis en place des dispositifs d'observation participative et partagée. Alors ça peut être des réseaux territoriaux comme Colette, mais il y en a d'autres également en France. Hein. Il y a des réseaux musique actuelle maintenant quasiment. Si je parle des musiques actuelles sur l'ensemble des régions administratives, mais au sein de cette association qui est POP aujourd'hui. Donc, c'est un collectif pour une observation participative et partagée. On retrouve également les arts de la rue, le cirque, différents espaces du secteur culturel. Et puis, ça va surtout nous permettre de mettre en place des vrais groupes de travail où on va pouvoir discuter ensemble de nos différentes initiatives. En fait, donc, ça va permettre, à mon avis, de pouvoir peut-être très simplement renforcer peut-être des coopérations. Ça va devenir aussi, je pense, un espace aussi ressources qui va permettre à la fois de comment dire, de collecter peut-être les travaux réalisés, de pouvoir à un moment donné, voilà, mettre en place des travaux pour mettre je réfléchis juste, mais on vient de passer 2 ans de période de pandémie. Peut-être que ça aurait été un espace qui, durant la pandémie, comme a pu l'être l'UFISC aussi, qui est un autre espace, une espèce de confédération dans laquelle on a déplacé ce travail d'observation, mais pour pouvoir évaluer aussi l'impact de la pandémie via des enquêtes concernant le Covid-19. C'est ce qu'on a fait avec l'UFISC. Mais je pense que si POP avait été aujourd'hui créé à l'époque de la pandémie, je pense que c'est tout à fait l'espace dans lequel on aurait pu se coordonner, mettre en place les différentes ressources pour pouvoir mener ce type d'enquête. Alors déjà, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une chose qui est vraiment importante, c'est dans le cadre de l'observation participative et partagée. Quand on vient questionner, que ce soit en quantitatif ou même sur des entretiens, hein, en qualitatif, des structures membres d'un réseau, il ne faut pas perdre de vue que ces structures, elles sont complètement volontaires. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'obligation à répondre à un questionnement d'une organisation, alors à moins que ce soit intégré dans les statuts. Mais déjà, bon, donc il ne faut pas perdre de vue cela, c'est-à-dire que le temps qui est pris par les membres d'un réseau, pour moi je le vois bien à la Fédélima, hein, pour répondre à des formulaires ou à des questionnaires qu'on met en place, voilà, c'est du temps qu'elles ne passent pas ailleurs pour porter leur projet artistique culturel. Donc il ne faut pas perdre de vue. Et donc pour répondre plus précisément à ta question, David, je pense surtout qu'il faut savoir ménager sa monture. Parce que c'est un travail de longue haleine. C'est souvent des projets qui sont lissés pour nous, qui le faisons depuis 20 ans. On le fait tous les ans. On est en train de réfléchir d'ailleurs à peut-être passer sur un autre format et un autre rythme un peu moins régulier. Mais bon, c'est des travaux quand même que pour les portes à la Fédélima qui sont lissés sur 6 mois, un an. Donc c'est une vraie course de fond entre le moment où on fait les premières réunions pour construire et bâtir les questionnements avec les membres et les adhérents, ce qui est hyper important parce qu'il y a pas plus mauvais qu'une question qui n'est pas adaptée aux répondants à qui on la pose. Donc on a plus de chances d'avoir des questions qui sont soit aberrantes ou incohérentes ou qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on attendait. Donc il y a toute cette phase de travail avec comment dire, avec les personnes qui vont participer par la suite, et puis bah, la phase opérationnelle, et puis bah, tout le travail d'analyse derrière. Donc, pour moi, vraiment, le, le point vraiment qui est vraiment crucial, c'est vrai, quand je dis de ménager sa monture, c'est d'y aller aussi, voilà. D'y aller tranquillement. Il faut surtout pas assommer des structures avec des enquêtes qui sont trop imposantes, avec un nombre de questions beaucoup trop important. Merci à vous, bonne journée, bon travail.
Voilà, donc vous avez compris que Hyacinthe est un passionné et du coup, il parle beaucoup, mais c'est passionnant. Voilà, donc il brosse un peu tous les enjeux de la démarche. Euh, Guillaume, je te repasse la parole du coup. Mhm. Eh bien, Oui, donc on a continuons. compris avec l'intervention de Hyacinthe l'importance du travail avec les organisations professionnelles, avec les réseaux donc, qui représentent les futurs répondants à une enquête. Donc nous, une des étapes cruciales, ça a été de constituer un groupe de travail avec des réseaux et des organisations représentatives du secteur. Ça a été une tâche difficile puisque dans le contexte du Covid à La Réunion en 2020, il y a eu des mouvements au sein du secteur avec euh, une opposition qui s'est créée entre certaines organisations dont il a fallu essayer, de faire cohabiter, en particulier des nouvelles organisations syndicales et des organisations plus informelles ont questionné la pertinence, la valeur et la fiabilité du genre de travail qu'on souhaitait mettre en œuvre. Donc, on a eu, alors ça a constitué un des éléments tout de suite que j'ai diagnostiqué comme une difficulté majeure, parce qu'en juillet 2020, j'avais fait une petite préétude auprès du secteur pour essayer d'anticiper un travail qui allait être reporté de 6 mois. Et voilà, j'avais tout de suite alerté le comité technique sur les difficultés qu'il y avait en interne au secteur. Alors, des difficultés qu'on a évidemment du coup rencontrées, mais malgré tout, bon an, mal an, et tant bien que mal, on a réussi à peu près à maintenir à flot un groupe de travail dans lequel les organisations syndicales comme la CGTR ou le SCC étaient présents, des réseaux comme Colette, Zévi, des associations professionnelles comme la Reditech et des centres de ressources comme le PRMA et l'Alambic se sont retrouvés. La vie du groupe de travail a resté malgré tout en dents de scie avec pas mal d'absentéisme sur la fin. Voilà, on a fait de notre mieux dans un contexte qui restait un peu difficile. Voilà, donc si on parle de l'enquête par questionnaire, 32 répondants ont répondu au questionnaire, ce qui correspondait à peu près de mémoire à 22% de la base de contact qu'on avait mobilisée, ce qui est relativement décevant par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. On est allé plus loin que ce sur quoi on s'était engagé, puisque on a fait beaucoup de relances téléphoniques, on a aussi beaucoup sollicité à plusieurs reprises des répondants voilà, pour qu'ils puissent s'investir dans le questionnaire. Un questionnaire qui était long, il faut le reconnaître, mais qui avait été construit ensemble avec les organisations qui étaient présentes dans le groupe de travail. Donc, les représentants des organisations que j'ai citées précédemment étaient dans le groupe de travail. C'est avec elles qu'on a construit le questionnaire qui s'avérait long d'un point de vue méthodologique, mais qu'on a choisi de maintenir aussi pour que ça corresponde au choix du groupe de travail. Donc, ça illustre ce que je disais tout à l'heure, une faiblesse méthodologique au profit d'un souhait de maintenir la cohésion dans le groupe de travail. Donc, 23 associations, 9 structures commerciales ont répondu et un tiers de compagnies artistiques. Donc, ça, c'est pour l'enquête par questionnaire. Alors, effectivement, comme le disait David tout à l'heure, on était en pleine crise du Covid-19 avec un phénomène inédit pour nous. Ça a été du coup l'avalanche d'enquêtes sur les conséquences sanitaires du Covid-19, plus des enquêtes qui étaient liées aux dispositifs accords cadres et autres, dont la nôtre. Et donc, du coup, les répondants, et comme le disait bien Hyacinthe, qui font ça volontairement et parfois du coup, au détriment de leur propre activité, eh bien, étaient
sursollicités, ce qui explique aussi les difficultés qu'on a pu rencontrer, mais qui sont pas que nous qui les avons rencontrées, bien sûr. Et donc, dans un contexte, on va dire, politique, enfin politique, plutôt un contexte organisationnel un peu conflictuel dans le secteur, conflictuel dans le secteur, et avec le contexte du Covid-19 et avec énormément d'études, voilà, ça permet un peu de comprendre un peu la déception qu'on a eue sur le nombre de répondants. Malgré tout, l'enquête par entretien avec 26 répondants a été très riche et on a quand même tiré des enseignements de l'enquête par questionnaire. Ce qu'il faut retenir également, c'est que en faisant cette enquête par questionnaire, on a aussi construit les comptes de répondants sur la plateforme d'enquête DIMIC, qui est la plateforme utilisée par l'OPP au niveau national, et que c'est sur la base de ces comptes de répondants qu'ensuite Colette pourra travailler à la suite de ce travail-là. Donc, il y avait vraiment aussi l'idée de poser les bases d'un travail et ces bases ont été posées. Tu peux passer le slide. Donc, les répondants, ça a été principalement les membres de 3 réseaux locaux, donc en particulier PRMA et Colette, qui étaient les animateurs de cette démarche-là, et donc qui ont réussi à mobiliser peut-être plus que les autres réseaux et organisations présents dans le groupe de travail, qui ont réussi à mobiliser leurs adhérents ou leur public. Il y a eu aussi des affiliés à des syndicats nationaux représentés localement ou des syndicats locaux. Voilà. Alors, effectivement, ce qui est intéressant là, c'est que malgré tout, malgré les difficultés qu'on a rencontrées, ça donne une photographie de l'écosystème et surtout, ça a permis d'identifier des enjeux qui, à mon avis, se vérifient empiriquement. Et qui mériteront ensuite d'être travaillés quantitativement de façon plus approfondie. Alors oui, effectivement, alors, paradoxalement, je vous ai décrit tout à l'heure un secteur un peu conflictuel en 2020. Je ne reviendrai pas sur ce contexte-là précisément, mais en fait, on peut le regarder du bon côté, c'est-à-dire qu'en 2020, ont émergé, suite à la crise Covid notamment, et à des mobilisations internes au secteur, de nouvelles organisations et de nouveaux syndicats ou des syndicats, des représentations locales de syndicats nationaux. Et finalement, les oppositions qui ont fortement marqué la vie culturelle des années de 2020, une partie de 2021, témoignent en réalité d'une dynamique de structuration au sens d'émergence de structures de représentation professionnelle. Voilà. Donc, on les a retrouvés dans le groupe de travail et au final, c'est plutôt bon signe sur le moyen terme, avec donc 2 nouvelles organisations représentatives qui ont émergé plus ou moins directement d'un mouvement informel qui s'appelait le MIX, le SCC, délégation, donc le syndicat des compagnies de création, délégation réunion, et la CGTR Spectacle, donc un syndicat d'employeurs, un syndicat de salariés. Les 2 étant représentés dans le groupe de travail. Alors, l'enquête, d'un point de vue général, sur toute la partie des modèles juridiques et des modèles économiques, a confirmé une chose qu'on sait déjà, mais c'était intéressant de le confirmer et de commencer à le travailler un peu plus dans le détail, c'est que le secteur culturel est marqué par la cohabitation d'entreprises qui relèvent de l'ESS, et d'entreprises, donc des associations et des entreprises privées qui relèvent donc de l'économie lucrative. Et ça, c'est un élément majeur qui explique une partie des débats qui avaient lieu en 2020, puisque cohabitent des valeurs et
des objectifs qui peuvent être sensiblement différents. Mais ces valeurs et ces objectifs se retrouvent au sein d'entreprises qui, en revanche, collaborent sur des projets communs ou dans des secteurs communs. Donc, du coup, c'est un secteur qui est quand même traversé de dissensions philosophiques, idéologiques, qui peuvent, à certains moments, se concrétiser dans des oppositions plus ou moins franches. Mais malgré tout, il y a des curseurs et des curseurs transversaux et des points communs et qui font que tout ce monde-là travaille ensemble. Alors, il y a un élément central qui est la dépendance au financement public, en particulier pour tout le monde associatif, mais pas que. Et cette dépendance au financement public eh bien, questionne aussi beaucoup la question de l'intérêt général et de la façon dont les politiques culturelles sont appliquées et mises en œuvre par les structures qui en ont la mission. Voilà. Donc, on est ici dans on a pu mettre un peu des chiffres même partiels et des mots sur une réalité qui explique en partie la vie du secteur et les enjeux de dialogue et de co-construction et la difficulté parfois qu'il y a à co-construire des choses. Un autre fait marquant de l'enquête, une autre conclusion importante qu'on avait déjà commencé à identifier dans une étude réalisée en amont de l'accord-cadre en 2016-2017, mais qui a été largement confirmée par l'étude de 2021, c'est l'importance de la pluriactivité et de la polyvalence subie, avec en particulier dans les compagnies de création, des travailleurs qui sont dans des situations de précarité et où finalement ils ont tendance à devenir multitâches. Et du coup, ça génère une forme aussi de souffrance au travail lorsque c'est considéré comme subi, involontaire et que ça dure dans le temps. Voilà. Alors, la polyvalence subie est d'autant plus difficile à vivre pour certains que le spectacle vivant renvoie à une diversité de métiers qui vont de la création artistique à l'action culturelle en passant par la production et l'organisation de spectacles. Et donc ça ressort beaucoup des entretiens qualitatifs sur l'enjeu de trouver ou de réfléchir à ce qui pourrait être considéré comme une forme de polyvalence acceptable, ou un niveau acceptable de polyvalence. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très répandu avec comme principale cause, évidemment, l'économie précaire de beaucoup de projets artistiques et de beaucoup de compagnies et de structures de production. Des déficits de compétences locales, en tout cas des difficultés à recruter localement des personnes compétentes. Et donc tout ça, ça concourt à une forme de précarisation des conditions de travail et à une dégradation des conditions de travail, et notamment ce qui a été beaucoup pointé, c'est les enjeux autour des fonctions administratives qui sont à la fois jugées essentielles dans la bonne conduite d'un projet artistique, mais qui font parfois défaut et qui sont… alors, il y a les trois grandes fonctions qui font un peu en souffrance dans le spectacle vivant La Réunion, c'est la direction, l'administration et en partie la communication. Oui, donc pour être un peu redondant avec ce que je viens de dire, en fait, il y a un lien important entre la polyvalence et le besoin en compétences et en recrutement, avec
3 à 4 domaines essentiels qui sont marqués par des déficits en matière soit de recrutement, soit de compétences, qui est l'administration, la comptabilité, la gestion, la communication, direction de projet. Voilà, donc ça ressort de cette enquête-là. C'est en corrélation avec un constat qui avait été fait en 2016-2017. Donc, visiblement, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution et structurellement, le secteur évolue pas beaucoup de ce point de vue-là. Peut-être sur les chiffres, je prends la main, Guillaume Ouais. Donc, cette observation, de cette observation résultent des données chiffrées, alors dont on répète qu'il faut les prendre avec précaution et de recul, puisque, comme Guillaume l'expliquait, on a eu un plutôt faible taux de répondants. Et en plus, il y a une typologie des répondants qui fait que certaines grosses structures ont répondu qui font qu'il peut y avoir une distorsion des chiffres établis. Donc, c'est des chiffres très indicatifs qui sont partiels, mais qui surtout posent les bases justement de ce qui reste à faire pour arriver à des données plus précises. Donc, sur la trentaine sur les 29 structures qui ont répondu, on est sur des budgets de l'ordre de... Donc, pour 29 structures, le budget, c'était 19 millions d'euros de produits et de charges, avec des écarts très importants selon les activités. C'est-à-dire, on a un montant moyen. Donc, évidemment, les 19 millions, c'est en consolidé pour l'ensemble des 29 structures, on est d'accord. Les écarts sont importants selon les activités. On voit que pour des compagnies, c'est évidemment beaucoup moins important que pour des lieux de diffusion, puisque le montant moyen sur les lieux de diffusion, le montant moyen des produits est un peu supérieur à 900 000 euros. On se rend compte aussi, donc sur 32 répondants, une grande partie a bénéficié des financements publics, qui sont globalement des subventions d'exploitation, pour un montant de 7 millions d'euros sur nos 32 répondants. Sur les 25, pardon, sur les 25 qui ont bénéficié de financement public, on arrive à 7 millions d'euros. C'est à peu près, mettons, un peu moins de 4 euros sur 10 viennent de financement public, qui sont globalement des subventions d'exploitation. Une des données intéressantes de cette étude, c'est qu'on arrive à voir, malgré, même si ça doit être affiné, mais la grande différence entre l'intervention des finances publiques dans les financements des structures selon la nature de ces structures. C'est-à-dire que les réseaux ou les fédérations sont financés à presque 100% par les financements publics. Les lieux de diffusion, c'est un peu plus, on est à 70%. Les centres d'info-ressources, on est à peu près, oui, autour des 2 tiers. Pour les compagnies, les financements publics représentent un peu moins de la moitié. Pour les lieux de création et de répétition, on est un peu moins de 4 euros sur 10. Et pour les centres de formation, c'est un quart du budget. Un quart des ressources viennent des subventions. Et en revanche, pour les bureaux de production et d'accompagnement, on se rend compte que là, l'aide publique est quasiment inexistante. Enfin, là, on est sur 2%. Voilà, ça montre bien la diversité du secteur, la diversité des financements du secteur. Et ce qui montre bien que, enfin, c'est ce que disait Guillaume, c'est qu'on est dans une relation d'interdépendance, mais avec des enjeux de structuration qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, et qui sont même parfois radicalement différents. Voilà. Ces chiffres nous ont aussi permis d'avoir une petite vision de l'emploi salarié. Donc là, on parle bien des salariés, de l'emploi salarié. Donc 32 répondants. Donc sur nos 32 répondants, il y en avait 27 qui avaient recours à l'emploi salarié, masse salariale de l'ordre de 7 millions d'euros, pour une médiane de 85 000 euros, avec là des variables évidemment selon les tailles de structure. Sur les 27 structures qui ont
qui ont eu recours à l'emploi salarié. Donc, ça représente un peu plus de 160 employés permanents, dont presque 80% sont en CDI, 10% en CDD, et puis ensuite 7% en contrat aidé et 5% qui sont d'autres statuts, des statuts divers. Voilà, sur les chiffres, je crois que ça en a fait un peu, me semble-t-il. Ah voilà, non, c'est très important, parce que ça aussi, ça c'est des enjeux importants pour la suite. Parmi les salariés permanents, on se rend compte que 53% des salariés permanents sont des femmes. Et ça, pour le coup, c'est des données qui sont intéressantes, parce que ça va mériter d'être affiné, parce qu'on va se rendre compte que les femmes sont très diversement présentes dans les structures, dans les métiers, dans les statuts aussi. Donc ça, c'est un vrai enjeu. On se rend compte qu'on a une moyenne d'âge des salariés permanents qui est plutôt élevée, puisqu'on est à 43 ans de moyenne d'âge, ce qui est plutôt élevé, avec une ancienneté qui avoisine les 8 ans d'ancienneté et un niveau de qualification, lui aussi, plutôt élevé, puisqu'on est presque à 4 salariés sur 10 qui ont un bac plus 3, voire plus, ce qui est beaucoup. Et du coup, ça c'est des enjeux très forts pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire comment renouveler les effectifs, comment rendre attractifs ces métiers, comment pallier les carences, comment faire en sorte que sur les postes que décrivait Guillaume tout à l'heure, on arrive à trouver des personnels qui sont qualifiés. Et voilà, c'est un des vrais enjeux, sachant que, comme vous le savez, le Covid a entraîné une sorte de une désaffection par certains salariés de ce métier qui ont carrément quitté ces professions. Donc voilà, c'est un vrai enjeu. Et donc, il ressort aussi de cette OPP un questionnement sur, comme je vous disais, donc l'attractivité du secteur, mais dans les domaines dont parlait Guillaume tout à l'heure, administration, production, communication, qui sont des secteurs clés, en vérité. Tous les secteurs sont clés dans le spectacle vivant, mais l'administration, la production, la communication, on se rend compte que les manques qu'il y a en ce moment, on les vit au quotidien, et les structures les vivent quotidiennement, quoi. Voilà. Peut-être, Guillaume, je te repasse la parole sur les relations professionnelles et le dialogue sectoriel. Ton micro, peut-être. Bon, je pense que vous aurez compris que ça a été un enjeu fort dans l'animation de cette étude-là. Donc, avec le groupe de travail, on a essayé d'intégrer ça à la fois, on a intégré cette question-là à la fois dans les entretiens et d'autre part dans le questionnaire. En fait, on était dans un moment où, en gros, se cristallisaient des tensions assez fortes, voire très fortes, entre d'un côté des représentants, plutôt des organisations représentantes d'artistes, et de l'autre côté, plutôt les diffuseurs, producteurs, organisateurs de spectacles. Et donc, dans ce contexte un peu de tension entre différentes corporations et groupes de métiers du spectacle vivant, on a essayé de creuser les difficultés qui se présentaient. Donc voilà, ça a vraiment été, on a essayé d'intégrer ce questionnement-là. Et globalement, ce que de part et d'autre était un peu regretté, c'était des difficultés de dialogue entre corps de métier, un manque de compréhension mutuelle et un manque de vision partagée. Alors, on était en 2020. Hein, alors, c'est des constats qui avaient aussi une forte dimension conjoncturelle. La question serait de savoir maintenant si structurellement, ils se sont perdurés ou pas. À mon sens, en tous les cas, on les vit de façon moins prégnante aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Malgré tout, ça serait peut-être intéressant de savoir si les choses ont changé et si les représentations des uns ont évolué également. Voilà, avec ce qui ressortait, c'était quand même en gros entre
artistes et diffuseurs, organisateurs de spectacles, une prédominance des relations contractuelles et des difficultés de dialogue. Ça, c'est un constat qui est passé maintenant et qu'il faudrait peut-être essayer de refaire, en tout cas d'actualiser. C'est bon, hein, David, tu peux passer. Le dernier volet du rapport et du travail constituait à tirer les conclusions de données qui avaient été fournies par Réunion Prospective Compétences, des données sur l'offre de formation, hein, puisqu'il y avait une entrée importante sur ces enjeux de compétences, d'emploi et aussi donc de formation. Alors, trois grands constats. D'abord, c'est le faible nombre d'organismes de formation locaux, que ce soit, alors moins au niveau artistique, hein, mais plutôt au niveau administratif et technique. Donc, une très faible offre de formation locale avec des structures qui ont parfois des difficultés à monter des projets de formation, à les faire financer et tout ça. Malgré tout, une offre de formation diversifiée, puisque ces organismes, malgré tout, font de la formation. Donc, il y a quand même une offre de formation locale, mais plutôt centralisée sur un très petit nombre d'opérateurs et pas de formation initiale dans le secteur du spectacle vivant à La Réunion. Formation initiale pérenne. Il y a eu des formations initiales portées par l'Université de La Réunion sur les métiers de la médiation culturelle et tout ça, mais pas véritablement de formation sur le spectacle vivant. Voilà, donc des enjeux à la fois, on comprend les choses, à la fois une grande diversité de modèles économiques, voire d'enjeux de structuration différents, comme David l'a dit tout à l'heure. Un rapport de dépendance au financement public important, mais qui varie selon les activités. Des métiers et des fonctions en tension, les fonctions de l'administration, les fonctions de la gestion, les fonctions de la communication, etc. Et une offre de formation qui, pour diverses soient-elles, reste malgré tout fragile, tant en nombre d'opérateurs qu'en type de formation proposée. Pas sur les thématiques des formations, mais sur les types de formation, entre formation initiale, formation courte et formation longue. En l'occurrence, il s'agit pour l'instant surtout de formation courte. Voilà. Donc, pour les domaines administratifs et techniques. Je parle. Voilà. Son, voilà, je remets le son. Merci Guillaume. Pour conclure, Guillaume vient de donner un bon résumé des points essentiels qui ont résulté de cette OPP. Évidemment, ces enseignements maintenant, l'idée c'est que chaque professionnel du secteur s'en empare et puis accompagne la suite. Et cette OPP, c'est aussi un outil de représentation professionnelle du secteur et d'amélioration du dialogue. Je crois que ça fait partie c'est ce qu'on disait au tout début et c'est ce que disait aussi Hyacinthe Châtaignier dans son intervention. C'est-à-dire qu'autour de cette question de comment on s'observe, en vérité, c'est aussi comment est-ce qu'on se parle, comment est-ce qu'on se rencontre, comment est-ce qu'on se connaît, comment est-ce qu'on approfondit la connaissance des uns sur les autres, enfin voilà. Et donc en fait, cette OPP, l'idée, comme c'est sur ce petit cadre vert que vous voyez là, ça n'a d'intérêt que si ça continue, que si elle se pérennise. Elle ne peut se pérenniser qu'avec la mobilisation des acteurs du spectacle vivant, puisque c'est participatif et partagé. Donc voilà, c'est évidemment l'enjeu. C'est l'enjeu maintenant. C'est à partir de cette base qui a été mise en place de manière pas simple. À partir de cette base, comment est-ce qu'on continue? Je vais arrêter mon partage d'écran là, puisque pour revenir peut-être en mode direct. Peut-être pour vous donner un mot
de la suite, qu'est-ce qu'on va faire l'OPP et après, puisque l'idée, c'est de continuer. L'OPP, on va la poursuivre, donc c'est Colette qui va poursuivre l'OPP, ainsi que convenu dans l'accord cadre, et ainsi que décidé en collégial de Colette. L'idée, c'est de la poursuivre sur les réseaux Colette, ce qui est conforme à la logique de la démarche d'une OPP, hein, comme le disait Hyacinthe Chanelier tout à l'heure. Une OPP, c'est une observation d'un réseau par lui-même. Donc cette volonté, ça émane d'une décision collégiale de Colette, sachant qu'aujourd'hui, Colette, c'est 63 adhérents, dont 45 structures, ce qui donne un échantillon intéressant, enfin un champ d'études intéressant. Colette, au sein de Colette, il y a aussi des réseaux. Le PRMA est adhérent de Colette, Zevi est adhérent de Colette, donc par ricochet, évidemment, la tenue de cette OPP sera connue de tous. Et l'idée, c'est de suivre, pareil, les conseils de Hyacinthe, qui a 20 ans d'expérience en la matière. Quand il dit qu'il faut ménager les montures, je pense que c'est important de ménager les montures. L'important, c'est de fédérer les acteurs, et l'important, on l'a bien compris, c'est d'obtenir une adhésion à la démarche de ceux qui viennent. Ils viennent volontairement. Il faut qu'ils en comprennent les enjeux, donc on prenne le temps de leur expliquer. Il faut qu'on prenne le temps techniquement de leur créer des comptes de structure gimmick. Donc certains en ont déjà puisqu'ils ont répondu, mais ça suppose quand même un travail qui demande, comme disait Hyacinthe, des moyens humains et techniques. Et c'est aussi de montrer que l'outil gimmick ne sert pas seulement à remplir des cases pour l'OPP, ça sert aussi à se suivre soi-même. C'est-à-dire, je suis une structure en remplissant chaque année mes données sur Gimmick, j'arrive à me positionner, à voir quelle est ma dynamique actuelle, à me positionner par rapport à mon environnement. Voilà. Donc l'idée, c'est de continuer là-dessus. Peut-être, Guillaume, tu peux parler du fait que le PRMA aussi s'engage aussi dans une démarche d'OPP. Oui, oui, tout à fait. Donc, nous, après avoir animé en 5 ans 2 OPP de réseau, puisque l'OPP de 2021, c'est une OPP de réseau hein, on a bien compris avec les organisations présentes dans le groupe de travail. Là, l'objectif du PRMA maintenant, c'est de revenir à l'OPP de ses propres adhérents. Qui est un peu le cœur de ce que c'est qu'une OPP, qui doit émaner, qui doit pas forcément, mais qui, de façon plus simple, émane généralement des structures qui les portent. Donc, faire en sorte que le PRMA porte une étude sur la filière musicale strictement, là, du coup, en laissant la compétence de la filière transversale du spectacle vivant à Colette. Donc, c'était un peu la répartition des compétences initialement envisagées. Donc, nous, on va effectivement se lancer dans ce travail-là en 2021. On a choisi en 2022 de les laisser respirer nos adhérents, qui avaient été beaucoup sollicités par des études en 2021 et 2020. Et donc, on va commencer, recommencer, parce qu'on avait déjà fait des travaux, mais on va recommencer de façon très modeste, en posant des bases avec des questionnaires assez courts, mais qui vont permettre de relancer cette démarche-là auprès de nos publics amis. Alors, peut-être pour compléter, parce qu'évidemment, se pose la question des redondances d'études, soit dans les contenus, soit dans les calendriers. Nous, et on échange régulièrement avec Colette, David et moi, échangeons régulièrement. Et il y a 2 choses sur lesquelles on va fortement être attentifs. C'est parce qu'on a des adhérents en commun. Nous-mêmes, on est adhérents de Colette, et il y a des adhérents du PRMA qui sont eux-mêmes adhérents de Colette. Donc, il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent à répondre à 2 OPP sur Gimmick par an. Donc, l'idée, avec les mêmes questions à recopier, etc. Donc, l'idée, c'est de travailler en collaboration très étroite, d'une part, pour phaser des études qui ne sursollicitent pas les répondants, et d'autre part, d'avoir des questionnaires complémentaires
voire des morceaux de questionnaires identiques qui permettent à des répondants de répondre une seule fois à la question et en acceptant que l'information soit, on leur demande ensuite d'accepter que l'information soit également transmise à l'autre structure, PRMA ou collecte, dans le cadre de son enquête. Donc, l'idée est vraiment de développer des choses comme ça. Et après, des thématiques spécifiques à l'activité de nos propres organisations, à nos champs disciplinaires. Donc ça, on le fera en autonomie. Et pour conclure, le PRMA et Colette sont donc membres de l'association POP, dont parlait Hyacinthe Châtaignier, qui est une association qui regroupe des structures au niveau national qui utilisent la méthode d'observation participative et partagée et l'outil d'enquête en ligne GIMIC. Et donc, nous participons régulièrement au sein de POP, qui vient de se créer il y a quelques mois. Nous participons au sein de POP à des réunions de travail, justement pour essayer d'aboutir à des méthodologies, des calendriers et des questionnements qui, tout en conservant l'autonomie d'action des structures qui les portent, eh bien, puissent se développer en complémentarité et en respect des répondants qu'on sollicite. Oui, c'est tout l'intérêt d'avoir fait partie des fondateurs d'ailleurs de cette association POP, puisqu'il y a 20 structures, dont 2 de la Réunion, PRMA et Colette. C'est tout l'intérêt, c'est que là, on va cheminer avec des gens qui ont derrière eux des années d'expérience en termes d'observation participative et partagée. Donc, ça, c'est intéressant en termes de confection de questionnaires, mais en termes aussi d'analyse, en termes de partage de ressources. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et donc, alors nous, concernant… donc, en fait, l'esprit général, c'est ce que vient de dire Guillaume entre le PRMA et Colette, c'est-à-dire on reste en lien permanent pour éviter les doublons et puis pour avoir des démarches un peu intelligentes et concertées. Et en même temps, nous, Colette, on va s'articuler, on s'articulera avec les autres démarches d'OPP éventuelles menées par d'autres réseaux ou qui ont des envies d'en faire. Enfin, voilà, l'idée, c'est de s'articuler avec les démarches des autres. Et pour notre part, à Colette, le calendrier qu'on s'est fixé, c'est de passer sans doute le premier semestre à constituer un groupe de travail spécifique OPP et puis commencer à créer les comptes de structure GIMIC pour les structures qui n'ont pas encore de compte. Et si tout va bien, lancer une OPP dans le courant du second semestre avec, comme le disait Guillaume, peut-être, et comme le disait Hyacinthe aussi, une forme de questionnaire un peu plus réduit, peut-être basique au début. Voilà. L'idée, c'est ce qu'on a compris, c'est que l'idée, c'est d'obtenir l'adhésion un peu permanente de ceux qui participent, ceux qui supposent d'y aller un peu délicatement, c'est-à-dire de ne pas inonder tout le monde de questionnaires trop complexes et qui en même temps d'avoir des questionnaires qui ont du sens, qui nous permettent de recueillir de la donnée, pas de la donnée qui fait sens et qui nous aide à mieux définir le paysage du spectacle vivant à La Réunion. Voilà, on a été un poil long peut-être, je ne sais pas, mais il y avait des choses à dire. Là, il nous reste 3 gros quarts d'heure, si vous voulez, pour nous questionner, enfin se questionner, intervenir. Voilà, à vous la parole. Je vais peut-être… Vous m'entendez? Ouais. Pour mettre en lien par rapport à ces questionnements, en effet, pour nous, il est… Enfin, en tout cas, pour tous les acteurs, voilà, il y a plusieurs acteurs de l'écosystème aussi, en tant que partenaire institutionnel ou partenaire de branche, à participer à cette restitution. Et l'intérêt pour nous, c'est le fait de pouvoir appréhender justement ces résultats, les spécificités du secteur qui sont peut-être à un temps donné. Donc là, c'est vrai que c'était la période du confinement, mais l'idée derrière, c'est de pouvoir s'emparer aussi, tous ensemble. Je pense à la DAC, aux partenaires régions qui n'ont pas pu être là, mais qui ont suivi de bout en bout cette démarche-là. C'est justement de pouvoir s'emparer de vos problématiques qui ont été pointées, de vos spécificités, de vos questionnements, de là où le bas peut blesser à ce moment-là, là où ça fonctionne bien, et de pouvoir la mettre en place et se concerter et pouvoir proposer
alors je ne vais pas dire des solutions parce que ça serait un peu, voilà, peut-être caricatural, mais en tout cas, pouvoir proposer des actions qui vont dans le sens d'apporter des réponses à ce qui a été pointé, mis en avant dans ces différents questionnaires. Donc, le but, c'est pas en effet de questionner pour questionner, mais nous, de pouvoir vraiment nous emparer de ça et pouvoir continuer à travailler avec vous comme voilà, on a pu le faire sur les 5 années de l'accord cadre et ça va continuer au-delà du 31 décembre 2022. Et les résultats statistiques aussi, on voit qu'il a été proposé, quand on voit le taux, le pourcentage de femmes dans le secteur, qui est au-dessus des 50%, mais pour autant, voilà, il y a Colette qui a proposé, qui a mené une action pour l'égalité professionnelle. Voilà, c'est des actions comme ça aussi qui sont menées, qui sont retirées, et c'était une première action qui avait été menée et qui a été retirée des enseignements de cette première participation. Là, par rapport, même si le travail a été mené de manière concomitante, mais sur l'offre de formation et les besoins en formation au niveau local, il y a aussi des choses qui ont été entreprises sur un autre axe, mais en tout cas qui sont en pleine cohérence sur la mise en place de formations certifiantes, longues, pardon, et qui pourraient aussi toucher les primo-entrants du secteur, mais les professionnels en cours. Donc voilà, donc surtout l'idée c'est que ça soit pas du questionnement pour du questionnement, et c'est là où on dit que c'est vraiment important de pouvoir vous entendre là-dessus, parce que nous, sincèrement, on regarde de très près, enfin, je parle aussi pour mes confrères qui sont là, mais on regarde de très près ces résultats-là et pouvoir aussi accompagner au mieux le secteur. Voilà, on en arrête là, mais c'était pour compléter et dire que pour nous, cet outil est très, très riche aussi. Merci Élise. Frédéric Bédier a demandé la parole. Oui, je vous remercie. Déjà, merci pour toute cette présentation qui permet effectivement de mieux comprendre les enjeux dans le spectacle vivant. Moi, j'avais un questionnement. Est-ce qu'il est envisageable en fait d'orienter par la suite, puisque vous souhaitez continuer ce travail, sur des questionnements liés à la présence de travailleurs handicapés, les difficultés liées au handicap éventuellement, pour avoir peut-être un zoom, un focus là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on a une méconnaissance sur ce secteur, sur la place du handicap dans le secteur. Voilà. Je réponds pour clairement, un des avantages de l'OPP, de l'observation participative et partagée, c'est qu'on peut décider collectivement de s'emparer de sujets, et celui du handicap, évidemment, fait partie de ces sujets sur lesquels il semble qu'il y a tout un travail à mener, et effectivement une observation là-dessus, que ce soit d'ailleurs quantitatif et qualitatif, moi personnellement me semble pertinente, et je pense que c'est une thématique qui relativement facilement doit emporter l'adhésion des professionnels du secteur, j'imagine, au moins pour lancer une démarche d'observation là-dessus, parce que je pense que ça fait partie de ces domaines dans le champ professionnel sur lesquels on est très peu, on se connaît très mal finalement, et on connaît mal les dispositifs et on se connaît très mal. Donc effectivement, vous avez commencé un peu à questionner sur le sujet quelque part incidemment, puisque vous parlez des difficultés des personnes. En termes de, vous avez utilisé un terme. Attendez, je reprends mes notes. La question de la pluriactivité, la polyvalence subie, avec des risques, en fait, quelque part de risques psychiques, je ne sais pas, qui peuvent être induits par ce type de situation. Comme la situation du handicap est très, très large, ça peut être aussi des situations de handicap, liées à l'activité aussi, créées par l'activité. Voilà, donc il y a vraiment il y a la question de comment on peut intégrer dans la stratégie des entreprises la question du handicap, et puis comment passer peut-être de la logique de prévention à de la compensation. Enfin, il y a plusieurs types de thèmes qui peuvent être creusés en fait. Ouais.
Guillaume, tu veux parler là-dessus ou... Non, mais c'est vrai que ça fait partie des thématiques qui peuvent être intégrées dans des OPP. Alors, on a beaucoup parlé de l'égalité homme-femme dans le spectacle vivant. Donc, c'est vrai que nous, on s'était dit que dans les prochaines OPP, on inscrirait des questions sur ce sujet-là. Il y a aussi les questions, les enjeux de développement durable qui sont prégnants dans la réflexion actuelle dans le spectacle vivant, qui est une activité polluante, très polluante. Donc, ça fait partie des enjeux sociétaux qui traversent le secteur et qui trouveraient une place tout à fait pertinente dans ce genre d'études. Je sais pas Du si coup, on a... si vous avez besoin, on pourra échanger sur le questionnement si vous avez besoin. Avec grand plaisir. Oui, oui, c'est clair que évidemment l'observation participative et partagée, c'est un réseau qui s'observe, mais je pense que ça va de pair avec une concertation, au moins une consultation des gens qui sont référents ou qui sont sachants sur des secteurs pointus, notamment celui du handicap. Clairement, vous faites partie des gens vers qui on peut parfaitement se tourner, ne serait-ce que pour savoir quels sont les vrais enjeux dans les autres secteurs d'activité, pour voir s'ils sont les mêmes chez nous. Oui, avec plaisir, bien sûr. Elsa Bindif, tu avais demandé la parole. Oui, merci. J'avais aussi noté ça, moi, la question des axes un peu à creuser, à affiner et les zooms à mettre en place pour les prochaines OPP. Déjà, merci déjà pour ce travail qui est une bonne base pour la suite. Notamment, je rebondissais sur l'exemple des 53% de femmes dans le secteur, parce que ça, c'est toujours aussi un zoom à faire de 53% de femmes dans le secteur, mais qui font quoi? Parce que du coup, les postes, les trajectoires, etc., c'est vraiment à creuser, ainsi que, on va pas y revenir, les salaires, les typologies de contrats, le temps partiel, pas, etc. Parce que sinon, les chiffres, en fait, ça veut tout dire et rien dire, quoi. Donc, en effet, il y a quand même pas mal déjà dans cette OPP d'axes qui serait souhaitable de creuser pour un peu voir de quoi il en retourne vraiment et pour pouvoir après rebondir dessus. Après, moi, j'avais plusieurs questions. Alors, déjà, une des questions, c'était pourquoi les répondants ont été anonymisés, puisque les OPP de la FEDELIMA, par exemple, évidemment, il n'y a pas de citation, les chiffres sont globaux, etc. Mais on a quand même la liste des répondants. Donc, je voulais savoir pourquoi vous aviez fait ce choix-là sur cette OPP et si par la suite, ce serait toujours le cas. Et puis, ensuite, j'avais des questions un peu plus spécifiques sur des sujets qui m'intéressent. C'était sur notamment la mutualisation dans le travail. J'ai noté qu'il y avait marqué 13 structures partagent des ressources humaines, principalement des emplois salariés. Et c'était juste avant la question du bénévolat. Du coup, ça m'interroge. Je voulais savoir si c'était des choses qu'on pouvait vous demander, de savoir comment, quel type de partage ils opèrent, etc. Comment ils arrivent à mutualiser des ressources humaines sans justement sur le territoire de groupement d'employeurs, etc. etc. Bon, sauf celui du port, mais bon, il y a un salarié, donc je sais que c'est pas celui-là. Après, pareil sur le travail, donc il y a eu un petit travail sur le bénévolat, mais est-ce que j'ai pas eu l'impression qu'on ait interrogé sur le service civique, les contrats en alternance, les stages, enfin voilà, tout ce qui fait un petit peu l'insertion pro. Est-ce que c'est des choses qui seront un peu affinées ou est-ce que c'est des choses que vous aviez mais que vous n'aviez pas souhaité mettre en avant? Et puis je m'arrête là, j'ai d'autres questions, mais déjà, c'est pas mal. Alors, ouais, je peux répondre, David, si tu veux. Non, vas-y, non, mais j'allais te dire justement de répondre. Ouais. Sur l'anonymisation, ça a été un grand débat. On a même fait intervenir un avocat parce que, en fait, ça nous a fait progresser, mais quand on a sollicité certaines organisations, celles-ci ont posé comme condition que les données soient
versées ensuite dans l'open data et qu'en fait, pour des raisons de transparence de l'enquête et parce qu'il y avait une certaine défiance sur la neutralité des opérateurs de l'enquête, de notre neutralité. Donc, il y avait une condition qui était posée par certaines organisations, ce qui était que les données soient ensuite accessibles. Dans l'enquête, dans le questionnaire tel qu'il s'est construit avec ces organisations, il y avait une partie qui relevait des données personnelles. Première chose. Deuxième chose, il y avait une partie des répondants qui n'étaient pas tenus de rendre leur compte public, par exemple. Certaines structures sur les subventions, légalement, n'étaient pas forcément tenues de les mettre dans l'open data. Donc, nous, pour démêler un peu tout ça, parce que d'un côté, on trouvait une bonne idée d'avoir de la transparence et on souhaitait aussi que les organisations qui proposaient ça intègrent le groupe de travail. On a consulté un avocat pour voir dans quelle mesure les données de l'enquête, les données brutes de l'enquête pouvaient être rendues publiques. Et du coup, ce qui a été fait, c'est qu'au terme du questionnaire, ou en amont du questionnaire, c'était en amont du questionnaire, je crois, au début ou à la fin, je ne sais plus, il y avait une question, en gros, par laquelle les répondants affirmaient ou pas leur volonté que leurs données soient rendues publiques. Donc, une partie des données des répondants sont publiques, elles sont, elles sont sur data.gouv.fr. Mais uniquement pour les structures qui ont accepté que leurs données soient publiques, sachant qu'au regard de la consultation juridique, il n'y avait pas d'obligation à ce que ça soit fait. Et ça correspond à peu près un petit peu plus de la moitié des structures qui ont répondu. Ouais, mais ça, c'est une démarche qui est normale, tu vois, le début de DIMIC, l'OPP, etc., tu as toujours un peu une défiance, mais il me semblait, alors je sais pas si j'imagine que vous avez interrogé Hyacinthe là-dessus, que ça faisait quand même partie de la démarche aussi que il y a deux choses. D'être transparent sur les structures qui répondent. En fait. Il y a deux choses. Il y a qui répond et il y a qui a répondu quoi. Voilà. Et donc, c'est vrai que nous, on a eu tendance à mélanger un peu tout ça, puisque on a tous, en fait, le débat s'est focalisé autour de l'open data. Voilà. Et c'est vrai que la solution qu'on a trouvée a été de consulter, voir ce qu'il y avait juridiquement comme obligation et comme possibilité. Et c'est la solution qui a été trouvée. Maintenant, effectivement, on aurait très bien, moi je l'ai fait sur d'autres OPP où on mettait les répondants et tout ça. Là, on était dans un contexte assez complexe, je dois dire, assez tendu, pour tout dire, des représentants d'organisations qui étaient dans le groupe de travail et qui militaient pour l'open data n'ont eux-mêmes pas répondu au questionnaire pour leur propre structure. Ça a été assez difficile, complexe, un peu tendu à certains moments et tout ça. Donc, nous, on a fait ça. C'est la solution qu'on a trouvée pour que, d'une part, on réponde, et moi, je trouvais ça bien au final de le faire. Maintenant, au moins, pour une partie, c'est accessible. Effectivement, peut-être qu'on aurait pu lister, j'ai listé toutes les personnes qui ont été consultées dans le rapport, sont listées toutes les personnes qui ont été consultées en entretien, on aurait pu le faire. Pour tout te dire, très honnêtement, tout était tellement cristallisé autour de l'open data, de quelle structure allait ou pas accepter de livrer leurs données, que finalement, c'est un peu une dimension qui est passée à la trappe. Sur la mutualisation et sur le bénévolat, en fait, on a eu un questionnaire très long de plus d'une centaine de questions qui est resté en fait très généraliste. Donc, on n'a pas de données de détails sur… on sait ce qui se mutualise, on ne sait pas exactement, précisément comment ça se mutualise. Idem pour le bénévolat, c'est-à-dire qu'on a en gros un bénévolat de gouvernance, de bénévolat sur la mise en œuvre des actions et tout ça, mais précisément tout ce qui est stage, service civique, voilà, on n'a pas collecté les infos, ça faisait des questionnaires. Déjà, c'est un questionnaire qui était trop long. En fait, on s'est retrouvé un peu à
avoir des difficultés à trancher, à enlever des chapitres et tout ça. Donc, on a plutôt gardé une trame de questionnaire généraliste, mais du coup, on est sur un niveau de réponse qui lui-même est très généraliste, quoi. Donc qui appellerait à être approfondi. Ok. Oui, oui, j'ajoute que là, je le mets en lien. Il y a accès au rapport final qui fait, je ne sais plus, 80 ou 100 pages, dans lequel il y a peut-être aussi des réponses à des questions que Non, tu je te l'ai lu. poses. Je suis D'accord, partie. d'accord. Ok. Enfin, je le mets toujours en lien à toutes fins utiles pour rappeler voilà, qu'ils existent. Alors, il y avait Alexandre Vidal qui avait demandé la parole, mais je ne sais pas s'il n'est pas parti depuis. Oui, non, oui, merci. C'est vrai que j'ai D'accord. encore 1 ou 2 minutes, je dois partir sur une autre Ouais. réunion, mais c'était simplement pour vous remercier pour votre présentation et puis aussi j'avais 2, 3 questions, mais je pense qu'on pourra échanger lors des prochains comités. Voilà, n'hésitez pas à convier réunion prospective compétences sur les données de l'emploi et la formation. On a notre interface SIOP qui nous permet de récupérer tout un tas de données, notamment via des fournisseurs de données. Donc, on a une 40aine de partenariats avec des fournisseurs de données sur l'emploi et la formation. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir peut-être plus de données. Et puis voilà, on échangera un peu plus en détail lors des prochains comités. Mais Voilà, merci en tout cas pour cette présentation. je ne manquerai pas à revenir vers vous parce que on en a besoin. Enfin, j'en ai besoin, donc je Très reviendrai bien. vers vous. Merci. L'autre Merci. Alexandre. Merci Alexandre. On passe à un autre Alexandre, du coup, qui avait demandé la parole. Alexandre Coll. Oui, effectivement, merci, merci à toutes et tous. Et bravo pour ce travail et cet accomplissement. C'est vrai que la complexité, c'était d'avoir voulu s'adresser à l'ensemble du secteur spectacle vivant, qui est cohérent par rapport au cadre de l'accord cadre. Mais je pense que, en particulier pour ce qui était la question de l'open data, etc., que maintenant Colette et le PRMA, sur la base de ce travail qui a été fait, mais vous puissiez travailler avec vos propres adhérents, c'est plutôt dans l'ADN des OPP, et du coup, ça sera sûrement plus probant et plus facile à gérer. Donc, vivement la suite. Si. Merci, Alexandre. Merci Alexandre. Elsa Campos. Oui, merci beaucoup Guillaume, Élise et toi également David pour cette présentation et ce beau travail. Donc Lara, tu as suivi ce travail de près pendant toute la mise en place. On parlait de données. Effectivement, il y a d'autres supports qui peuvent être aussi très intéressants et qui peuvent enrichir notamment, donc c'est un retour que je vous fais, des intercoreps, donc les comités régionaux des professions du spectacle, qui en fait sont en lien en termes d'animation. Et donc, dans une agence culturelle de l'Aquitaine, il y a donc un spécialiste de l'observation avec lequel on a pu échanger et qui en fait nous ça fait part d'énormément d'autres supports pour les données. Et je pense qu'il y a vraiment ce travail a été très essentiel pour la réunion et ces personnes-là sont à même de nous partager d'autres documents, notamment avec des contacts à Pôle emploi au national qui pourraient être intéressants aussi pour, en parallèle de ce beau travail d'OPP qui va être perpétué, de pouvoir ajouter en plus des données. Et notamment, il y a aussi le Data Lab de Audience qui en fait est accessible très facilement de manière gratuite et qui nous donne beaucoup de données, en plus des chiffres à venir de Pôle emploi pour chaque secteur. En fait, sont donc au niveau national, chaque secteur et chaque territoire. On est en train de voir pour obtenir ces données-là pour la réunion. Donc, je croise les doigts que tout ce travail puisse être complété par d'autres types d'accès informationnel. Merci. Effectivement, c'est tout l'enjeu du traitement des données administratives en complémentarité des travaux d'enquête. Merci Elsa. D'autres prises de parole? Je ne vois pas de main levée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'envie de questions à poser? Vas-y Elsa, vas-y, profite. Du Tu t'es coup, levé tôt en plus, alors tu peux y aller. ouais, c'est gentil. Et du coup, ouais, j'avais l'autre question, c'était par rapport justement à la représentativité du secteur.
c'est-à-dire l'interrogation qu'on peut avoir. Bon, bah, alors déjà, c'est évidemment les membres de réseau, donc ça exclut ceux qui ne sont pas dans le réseau. Et comme on l'a vu dans l'OPP là, il y a quand même cette. Je me demandais, oui, c'était ça. Je me demandais par rapport aux parts de subvention, comme on l'a vu là sur le 97% réseau et le 2% sur les bureaux de prod, si c'était à l'image un peu de la composition des membres de Colette aussi. C'est-à-dire comment, tu vois, parce que là tu disais qu'il y avait 63 structures adhérentes, dont principalement des lieux, ça, 45 lieux. Du coup, voilà, enfin, en gros, c'est ma question, c'est ça, quoi. C'est l'OPP, du coup, si en plus on ne sait pas qui c'est derrière qui répond, enfin, en gros, ça correspond à quoi qui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Et est-ce que c'est ouais. vraiment représentatif? Et encore une fois, c'est pas du tout dans la critique, c'était plus savoir un peu comment vous avez peut-être échangé là-dessus justement avec Hyacinthe, parce que du coup, pour eux, c'est quand même plus aisé d'avoir des lieux adhérents de la Fédélima et puis de faire une observation sur des, même si c'est des lieux qui se ressemblent pas non plus tous, quoi, mais que nous, on est vraiment sur une spécificité d'avoir ce réseau spectacle vivant très hétéroclite de toute discipline et puis avec des structures normalement qui devraient être assez diverses, quoi. Alors, oui, alors les questions que tu poses sont cruciales. D'abord, une petite précision. À Colette, il y a 63 adhérents, dont 45 structures. Les autres, c'est des adhésions physiques. Et dans ces 40, donc c'est pas 45 lieux, hein, c'est 45 structures. Dans ces structures, il y a des lieux, des compagnies, des entreprises privées aussi, hein, des entreprises des prestataires de services. Donc, voilà. Donc, et une OPP, si on l'amène avec l'outil Gimmick, on l'amène sur les structures, on ne peut pas l'amener sur les personnes physiques. Donc, effectivement, tout cet enjeu de transparence, de représentativité, ça fait partie de ces choses qui doivent être participatives et partagées. On voit bien que s'il y a une adhésion à la démarche, logiquement, cette question de la transparence, elle va être posée à tout le monde. Enfin, est-ce que si vous adhérez à la démarche, ça suppose dans une certaine mesure une transparence. Et pour l'instant, là, les résultats qu'on a, comme on l'a dit tout au long de la restitution, ça ne se veut pas représentatif du secteur. Ça représente ceux qui ont répondu. Et justement, c'est ça la pérennisation de la chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait cette tentation de vouloir mener une OPP sur l'ensemble du secteur, c'est-à-dire pas seulement Colette ou pas seulement le PRMA. Seulement, on voit bien que pour enclencher la machine, enfin, d'abord la logique de l'OPP, c'est sur un réseau, donc il faut quand même partir de cette logique-là. Et je pense qu'il faut se projeter sur un temps long, c'est-à-dire commencer par faire ça dans nos structures. Et puis peu à peu, les données vont s'agréger, les dynamiques vont sans doute essaimer, quoi. C'est ça l'idée. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, comment? Partiellement, quoi. Après, du coup, c'est peut-être pas que lié à l'OPP, mais c'est des discussions qu'on peut avoir aussi ensemble, etc. Mais c'est comme je sais qu'il y a de plus en plus de difficultés à renouveler les bureaux, le bureau collégial, etc. Enfin, voilà, à renouveler et puis avoir aussi une représentativité un peu plus large. C'est bien d'opérer toujours le questionnement sur les structures, mais enfin, tu vois, moi, par exemple, je suis en micro-entreprise, voilà, je suis quand même une structure, mais les bureaux de production, les intermittents, etc., on a toujours cette problématique de, quelque part, déjà, d'une part, on a la problématique du temps, c'est de l'argent, donc en fait, on ne peut pas non plus être là tout le temps, donc il faudrait quand même pouvoir qu'ils puissent participer ou que nous puissions participer à cette gouvernance-là, mais de manière un peu plus légère, on va dire, ou en binôme. Enfin, il faut vraiment redéfinir l'organisation de cela. Et puis après, il faut il soit pris en considération, en fait, dans l'observation aussi à un moment donné, quoi. Donc Ah, bien peut-être sûr. aussi voir, je sais pas, tu vois, il y a la passe, c'est un métier, etc., qui font aussi des études sur justement les chargés de diff, prod, admin, etc., qui sont un peu esselés. Mais disons que voilà, vu que c'est déjà des personnes qui sont, on va dire, quand même un peu plus précaires parce que isolées, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas une visibilité sur comment ils travaillent et ce qu'ils représentent dans le secteur. Mais là, Parce juste qu'ils répondent aussi à cette pénurie de main-d'œuvre sur bien sûr. les postes clés, quoi.
Mais juste, enfin, je parle un peu sous le contrôle de Guillaume qui maîtrise ça mieux que moi, mais là on parle. L'OPP, c'est un outil, c'est-à-dire c'est une manière d'étudier. Et Gimmick, c'est un outil, c'est une manière d'étudier. Et quand je dis on étudie sur les structures, ça n'exclut pas le reste, c'est-à-dire qu'avec cet outil-là, il est configuré pour observer les structures. Mais il suffit que nous décidions de nous observer, enfin à Colette, en incluant tous les adhérents, ce qui semblerait logique, on pourra le faire aussi. C'est juste qu'il faut trouver un autre outil qui permet ensuite d'agglomérer des données dont on fait usage nous-mêmes. Enfin, voilà. Mais effectivement, moi je pense qu'on a tout intérêt à ce que les indépendants puissent aussi être quantifiés, être mesurés, et même en termes de qualitatif, quoi. Qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, combien. Voilà. Et donc, ça fait partie d'autres outils qu'il faut qu'on mette en place et qui se mettront en place dans le même esprit que l'OPP, c'est-à-dire celui de la concertation, évidemment, celui de la concertation et du partage. C'est-à-dire que ce qu'on sent, c'est que, et ça, c'est exactement ce qu'a dit Hyacinthe tout à l'heure, on ne peut se mesurer que si on est volontaire pour le faire. Voilà, et donc c'est ce qui va présider de toute façon, on le verra de toute façon, enfin, dans Colette, ça va être l'enjeu de tous les projets Colette qui ne sont pas même seulement ceux de l'observation, c'est-à-dire la concertation, le partage et la participation générale, ce qui suppose une adhésion aux démarches et puis souvent une acceptation d'une certaine forme de transparence, quoi. Voilà. Nicolas, tu voulais parler? Oui, revenir sur deux, trois choses qui ont été évoquées. D'abord, remercier Guillaume qui, dans le cadre de cette OPP, a pu le mettre en œuvre, l'animer dans un contexte un peu particulier pour y avoir participé aussi, où effectivement le secteur a été à la fois traversé de tensions, mais aussi de défiance. Il s'est retrouvé un petit peu au milieu de tout ça et ça a vraiment pas été évident. Moi, je voulais juste effectivement s'alerter un peu collectivement sur la temporalité des futurs OPP à produire. C'est vrai que celui-là a été lancé il y a déjà pas mal de temps et la restitution a mis énormément de temps. Et que si on souhaite effectivement mobiliser à nouveau le secteur, comme ça a été évoqué à travers peut-être des mini-OPP pour aller sur des choses plus ciblées, il faut qu'on soit aussi sur des rendus plus courts et peut-être plus rapides, parce que sinon, ça se dilue dans le temps. Et pour en avoir discuté avec pas mal de personnes qui ont répondu, parce que tout le monde, effectivement, n'a pas répondu au questionnaire, mais ceux qui ont répondu au questionnaire se demandaient un petit peu ce qu'il en était de cette restitution. Voilà, c'est juste sur ce point de vigilance, sur la temporalité de l'organisation des futurs OPP et leur rendu surtout. Voilà. Mais en tout cas, bravo à tous. C'est effectivement une question majeure. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut qu'on travaille à des questionnaires qui sont plus limités, qui peuvent être thématiques ou qui nous permettent de produire des rendus de manière un peu plus fréquente, sans être trop fréquent, parce que c'est quand même aussi une méthode qui demande, mine de rien, quand même toujours un temps de constatation, de partage, d'observation. Mais effectivement, l'adhésion à la démarche ne peut marcher que par une sorte de visibilité de la démarche, c'est-à-dire que régulièrement, ou plus ou moins régulièrement, il y ait une restitution de quelque chose qui fait que l'adhésion continue, quoi. Bien sûr. Alors, c'est intéressant de re-questionner Hyacinthe là-dessus, puisqu'il évoquait dans sa vidéo tout à l'heure qu'il s'interrogeait sur la récurrence, la régularité des OPP. Donc, ils sont aussi en réflexion là-dessus, mais bon, vous êtes en contact avec lui, donc c'est très bien. Oui, puis alors, apparemment, c'est le premier pas qui est compliqué. C'est-à-dire que il faut créer son compte de structure, il faut remplir son questionnaire, la première année, c'est peut-être un peu roboratif. Mais ensuite, une fois que, enfin, d'après ce que Hyacinthe m'explique et ce qui est vécu par globalement les utilisateurs de Gimmick notamment, c'est qu'une fois que la machine est lancée, ça devient plus simple. C'est-à-dire que ce qu'on avait mis 1h30 à faire la première fois, ensuite, ça simplifie. Et donc, l'adhésion, de ce fait, se renforce parce que c'est moins chronophage, c'est moins lourd, et voilà. Mais ça va être un travail de longue haleine qui va supposer d'ailleurs qu'on mette en place un groupe de travail de Colette.
Et voilà. Guillaume, peut-être tu as quelque chose à dire là-dessus ou... Non, non, c'est très juste. C'est une mécanique un peu complexe de maintenir les gens en attention et en intérêt sur ce genre d'exercice-là. On l'a vu dans l'animation du groupe de travail. On l'a vu aussi dans les restitutions et tout ça. Mais c'est sûr que les temporalités longues ne concourent pas du tout à maintenir les gens en attention sur ces sujets-là, hein. Donc, il faut trouver à la fois un équilibre entre le temps qu'il faut faire pour faire une OPP correctement et la façon dont on restitue, dont les résultats, parce que normalement, hein, alors, très simple, à l'échelle du groupe de travail, lorsqu'il y a à peu près 1 an, j'ai restitué les résultats de l'enquête quantitative, il n'y avait plus que 3 personnes, quoi. Voilà. Donc, en fait, on avait perdu une partie du groupe de travail. Puis après, il y a des gens quand même, quand on a sorti l'étude, qui sont revenus vers et tout ça. Donc, alors, moi, c'est vrai que j'étais un peu en bout de course parce que ça avait été assez épuisant de faire ce travail-là quand même. Et il y a toute une espèce d'animation permanente qu'il faut avoir, et pas seulement pour aboutir au résultat, pas seulement pour la création du questionnaire et aboutir à l'enquête et se dire « oh, l'enquête elle est terminée, bon voilà, c'est bon, on fait une restitution ». Je pense qu'il y a tout un enjeu presque aussi important, peut-être encore plus important après, pour qu'on puisse en faire quelque chose et que ça soit réapproprié. Là, on voit clairement, hein, même dans les gens qui sont présents aujourd'hui, c'est vrai que je vois très très peu de gens qui ont répondu à l'enquête qui sont là. Donc, j'ai eu quelques SMS de personnes et tout ça qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir. Mais voilà, on voit aussi que le travail reste à faire. Et il y a à la fois, pour reprendre ce que disait Elsa tout à l'heure, des enjeux sur les contenus même, faire peut-être des choses moins généralistes, parce qu'au final, quand on a quelque chose de très généraliste, parfois, ça génère un intérêt, voilà, ça dépend. Et puis aussi... donc d'avoir des questionnements précis. Et puis, je viens de perdre la deuxième idée que je voulais donner. Mais bref, effectivement, il y a l'importance de maintenir le lien avec les répondants et d'animer l'après-enquête, quoi. Je pense que ça me paraît essentiel. Et c'est un exercice que parfois, naturellement, on a tendance à moins faire parce que dans notre tête, en tout cas en tant que chargé d'études et tout ça, on a terminé l'étude. Donc, donc, quelque part, c'est fini, quoi. Et on dit, ouf, c'est fait. Comme pour reprendre le terme de Hyacinthe, la course de fond, c'est bon, on est allé au bout. Et alors, en fait, non, il faudrait là penser des principes d'animation pour partager les résultats. Là, on irait vraiment, à mon avis, on gagnerait des points à ce moment-là, pour réussir à enclencher ça de façon moins roborative, comme tu dis, pour ceux qui vont répondre. Elsa, tu lèves à nouveau la main. Ouais, la dernière fois. Non, tu peux, vas-y. Mais juste pour le rendu, il y avait déjà eu un premier rendu que vous aviez organisé, c'était ça, à l'Université de Saint-Denis, si mes souvenirs sont bons. Parce qu'on avait eu l'info super tard, en fait, genre 2-3 jours avant, et c'est... C'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Moi, c'était l'OPP. Non, c'était pas l'OPP. l'INSEE. C'est l'INSEE qui avait, il me semble, c'est l'INSEE qui avait restitué son enquête sur les pratiques culturelles des Français. D'accord, ok. Ouais. Et il y avait aussi, je crois que tu avais réagi lorsque Jean-Michel Lucas est venu. Oui, mais ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir, voilà. Ouais. Mais non, en tout cas, il y avait pas de... On n'avait pas restitué. On avait restitué en interne au comité technique, en comité de pilotage. En fait, moi, j'ai fait une restitution au groupe de travail. Puis, on a fait une restitution aussi, il me semble, en comité technique et en comité de pilotage. Mais la restitution un peu publique, voilà, elle arrive quand même très tard. Non, alors, il y a eu une communication publique, c'était le 21 juin. Oui, une communication publique. J'ai envoyé sur nos réseaux par mail le dossier de com et le rapport final. Je crois que ça a été le 21 juin, mais il n'y a pas eu de restitution publique comme on le fait aujourd'hui.
Voilà, effectivement. Oui, effectivement, du coup, oui, ça a pris du temps. Mais ce Mais dont il y tu a une parles, oui, chose, c'était ouais, l'INSEE, ouais. Ce dont l'INSEE, tu parles, ouais. oui. Mais il y a une chose importante, c'est que en fait, je pense que les choses vont être plus simples lorsqu'on fera des OPP de réseau, et pas de réseau. Parce que là, même sur les questions de représentativité de l'étude et tout ça, ça encore complexifie, ça rend encore plus difficile la question de la représentativité. Lorsqu'on fait des réunions de réseau, par exemple, PLMA fait une OPP sur ses adhérents, l'exercice est plus facile à mettre en œuvre de réunir ses adhérents, de restituer devant ses adhérents, etc. Et de mesurer aussi le nombre d'adhérents qui ont répondu et tout ça. C'est quand même un exercice qui est beaucoup plus maîtrisable que de faire des OPP comme ça, assez ambitieuses en mobilisant une diversité d'organisations dont finalement qui se font les relais de l'OPP. L'exercice, c'était au départ qu'en fait, chaque organisation présente dans le groupe de travail se fasse le relais de l'OPP auprès de ses propres publics ou adhérents et tout ça. Et ça, et pour la question de la représentativité et pour la question du partage des informations, de la restitution et tout ça, quand même, ça rend les choses plus complexes que lorsque un réseau fait son propre travail sur son propre secteur. C'est moins ambitieux, mais ça me paraît plus réaliste. Enfin, c'est réaliste de le faire, on l'a fait là à l'autre, mais c'est plus simple. Okay. Du coup, ma question, c'était plus du coup sur le remplissage de gimmicks. Ouais. C'est-à-dire, bon, là, c'était particulier parce que c'était la période Covid, etc. Mais est-ce que vous avez en tête une… Déjà, est-ce que vous l'avez rempli, vous? Oui. Ouais. Oui, nous, on a répondu, on l'a testé. Tu as testé aussi, David? Ouais. Non, enfin, moi, je n'ai pas encore testé. Moi, je suis en train de me former à Gimmick. Ce n'est pas la même chose. Tu parles encore pour le… Oui, toi, tu n'étais pas… Tu vois, pour se rendre compte en fait quoi, de ce que les adhérents ils ont à remplir, c'est juste ça quoi. Et du coup en fait la problématique de Gimmick, c'est que c'est pas que d'une année à l'autre ça devient plus facile, c'est qu'en fait c'est toute une chaîne derrière. Comme d'habitude, c'est plus tu es structuré et plus tu as tes outils de budget, enfin d'expert comptable avec ton bilan, ton budget, ton machin, etc., plus c'est facile à remplir. Et en plus, tu as la ressource humaine, en fait, un administrateur, une administratrice pour remplir la chose. Par contre, quand tu es, encore une fois, petite structure, pas trop dotée, pas de salariés ou peu, etc., et que tu es en train de développer ton projet et construire des outils, là, c'est une vraie galère. Donc, en vrai il faudrait penser presque à une espèce de méthode peut-être de binôme, tu vois, avec des gens qui ont rempli déjà Gimmick et qui peuvent te dire vraiment, bah, tu as besoin de ces éléments. Ce qui veut dire qu'en amont, en fait, eh bien, il faut arriver assez rapidement à les intégrer dans des outils en fait, de gestion, de bilan, etc., etc. Parce qu'en fin de compte, c'est la galère du remplissage de ces trucs-là, c'est ça. C'est d'aller à la recherche d'informations qu'on n'a jamais, nous, en structure, fait remonter, etc., quoi. Donc, c'est peut-être anticiper ça parce que du coup, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, alors non seulement vous travaillez à accompagner à la structuration, parce qu'après, c'est des outils qui servent les structures au-delà du remplissage de gimmicks, mais non seulement vous accompagnez dans ce développement-là d'outils, etc., mais en plus, après, ça devient plus facile de remplir gimmicks, donc moins rébarbatif, et puis on adhère un peu plus à la chose, quoi. Mais c'est justement, après je te donne la parole à Alexandre, mais c'est justement ce qu'on doit décider ensemble dans Colette, c'est-à-dire de mettre en place une sorte d'accompagnement et c'est pour ça qu'on se donne du temps pour créer les comptes de structure et donc pour apprivoiser cette machine, quoi. On se donne au moins le premier semestre pour tout ça. Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est toujours pareil, selon le niveau de structuration des acteurs, il y en a qui sont armés pour le faire et d'autres qui sont complètement démunis. Donc voilà. Mais ça, on le voit bien, c'est quelque chose qui ne peut se faire que dans une démarche collective où ceux qui savent faire aident ceux qui ne savent pas faire. Et c'est pour ça qu'on a toute une phase de formation là qu'il faut continuer, que moi je vais continuer à faire. Et on va en parler dès le début d'année dans Colette. Voilà, Alexandre.
Ah oui, juste pour rebondir sur cette question, avec la région Nouvelle-Aquitaine, on avait intégré dans les dossiers de demande de subvention une petite case où les acteurs pouvaient cliquer pour dire j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour compléter le document, j'ai besoin d'aide pour. Et ça avait bien marché. Et ça s'était fait entre acteurs et la collectivité. Moi, je n'étais pas côté collectivité. Et on avait co-construit cette solution-là. Et ça va dans la démarche que tu évoquais, Elsa. Moi, je reviens sur cette idée en fait, pour moi aujourd'hui, et PRMA et Colette, vous êtes exonérés, je ne sais pas ce qu'en pensera Élise, mais vous êtes exonérés de cette mission de service public. C'était le cas, mais là je parle à titre personnel, hein, donc c'était le cas dans le cadre de l'accord cadre, encore une fois. Mais aujourd'hui, en gros, il y a que ceux qui veulent s'impliquer qui pourront aller au bout et pour qui ça sera vraiment probant. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait d'autres dispositifs voulus par les institutions ou pas, ou mis en place par d'autres acteurs individuellement ou qui se structurent différemment, qui se mettent en place. Mais là après cette première étape, votre responsabilité, elle s'arrête effectivement à vos adhérents. Enfin, c'est vos instances et votre gouvernance qui le décideront. Mais moi, j'y vois aucun manque de logique, en fait. Et ça sera, on l'a dit, plus probant. Et en plus, au sein des réseaux, c'est aussi une manière d'étayer la coopération, de faciliter la transparence, que tu as évoqué tout à l'heure, David. Donc, moi, je trouve que tous les voyants sont au vert. Oui, clairement, moi pour diriger le projet Colette en ce moment, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de mesurer ce qu'est Colette et cette première phase est importante et on a tous besoin de le savoir et après ce qui va, moi je pense que l'idée c'est de tendre vers des données qui sont les plus précises possibles. Mais même avec des imprécisions, ce qui est important dans ce type de démarche, c'est qu'on arrive à des tendances, à mesurer des ordres de grandeur, des tendances lourdes. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui nous manque aussi beaucoup. Mais de toute façon, c'est un travail de longue haleine hein, dans lequel on est lancé. Hein. Hyacinthe le disait, c'est un travail de longue haleine qui a été compliqué à lancer puisque c'était Covid, enfin pour toutes les raisons que Guillaume a expliquées et que toi, tu as partiellement vécu, Alexandre. Enfin voilà, ça a été pas facile et ça sera sans doute moins difficile si on le fait chacun sur nos réseaux parce qu'on peut présupposer qu'il y aura une adhésion plus naturelle à la démarche puisqu'on fait partie du réseau. Mais c'est un travail de longue haleine, forcément, quoi. Oui, puis l'OPP ne peut pas répondre à tout. Vous avez déjà fait cet énorme travail. Il y a un rendu, etc. L'OPP ne peut pas répondre à tout. À un moment donné, il faut que les acteurs l'entendent. Oui, puis alors, il y a un autre enjeu dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est que quand même, avec cet outil gimmick ou en répondant à des OPP, on s'intègre dans des démarches qui dépassent la réunion. C'est-à-dire, on est dans des démarches qui sont nationales, avec l'association POP, avec plus largement, ça sert aussi à alimenter des données au national, au niveau européen. Enfin, c'est important, quoi. Ça nous place aussi dans ce mouvement-là. Donc, avec toutes les imprécisions que ça a, mais quand même, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou est-ce qu'on clôt? Il est 12h27 et on avait dit 12h30. Ce serait quand même merveilleux si on termine à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux bien terminer à l'heure. Ouais. Eh ben voilà. Élise, tu veux dire un petit mot pour… C'est pas très corporate. Non, je vais pas relancer. Merci beaucoup pour le travail. Voilà, tout ce travail qui a été fait. Et voilà. Et pourvu que ça dure, je trouve que c'est un super bel outil d'expression de l'ensemble des professionnels du secteur. Donc, c'est un moyen chaque année de poser des choses. Donc, je pense, voilà, je rejoins Alexandre. Le bosser par réseau, ça nous permettra peut-être d'avoir plus de résultats, mais en tout cas, voilà, faut continuer à essaimer. C'est vraiment un moyen d'expression qui est posé, qui est factuel et voilà. Donc, qui veut, en effet, il y va. Et puis au fur et à mesure, peut-être, en effet, ça prendra. Et s'il y a des résultats qui s'en suivent, ça sera encore mieux. Voilà, je pense que ça continuera de convaincre aussi l'intérêt d'un tel outil.
Eh ben, merci à tous. Merci. Du coup. Sauf s'il y a une dernière main levée. Non, j'en vois pas. Ben, On merci fera à tous. parvenir le livrable, mais bon, après, Oui, bah, de toute façon, ça va être. disponible. Il y aura l'enregistrement, même s'il n'y a pas le début, il y a quand même toute la fin, ce qui est suffisamment costaud pour nourrir de l'écoute. Et puis, je remettrai en lien, bah, tout ce que je vous ai présenté là, y compris la vidéo de Hyacinthe. Enfin, voilà. Enfin, de toute façon, la vidéo, elle sera dans l'enregistrement, mais je mettrai en lien, oui, le rapport final, le dossier de communication. C'est à disposition, on peut le mettre aussi sur nos réseaux Bah, respectifs. enfin, nous, c'est déjà sur notre site, mais Ok. voilà, c'est déjà sur notre site. Et, Ce sera également sur le Padlet de D'accord. l'accord cadre. Il y a déjà donc les documents qui sont là depuis juin et on pourra également poster les documents, le live et ça pourra aussi être mis sur le site de l'ARACT Réunion, sur le YouTube de l'ARACT Réunion et le site de l'ARACT Réunion. Ok. Merci. Ben, parfait. Ben, merci à tous. Merci. Et j'allais dire bon revoir. OPP, mais voilà, fallait bien Tu l'as pas terminer dit, par tu quelque l'as pas chose. dit, tu Et l'as je pas l'ai dit. pas dit. Tu l'as pas dit. On n'a rien Au revoir. entendu. Mais ça, Voilà. je le garde à l'enregistrement. Moi, j'assume tout, de toute façon. C'est pas grave. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à Bye. tous. Au revoir. Merci tout le Bonne monde. journée. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.